Bonjour, il me revient d'introduire un petit peu et de modérer cette deuxième table ronde qui reprendra bien sûr certains éléments évidemment de l'enquête, évidemment aussi de la Shoah, mais qui essaiera de rentrer dans une problématique plus générale sur la mémoire et sur l'histoire, avec des intervenants dont vous allez mesurer, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, mais ils doivent être très rares dans la salle, l'extraordinaire qualité. Alors d'abord, pour les historiens, la mémoire est un objet brûlant. L'historien sait ce qu'il lui doit à cette mémoire, sans capacité de se souvenir, point d'histoire évidemment, et réciproquement. Depuis Hérodote, on sait que l'histoire a pour mission que les hauts faits des hommes, je cite Hérodote, ne tombent pas dans l'oubli. Et nous savons tous que Clio est la fille de Mnémosyne. Mais l'historien sait aussi, et je crois qu'il faudrait qu'on en parle un petit peu aussi maintenant, que les deux mots ne se confondent point et que la mémoire recèle de nombreux dangers. Cela, l'historien le sait aussi et en est souvent victime, car la mémoire est parfois exclusive, elle est souvent affective et elle est toujours sélective. Elle est aussi l'objet de bien des manipulations, n'est-ce pas Stéphane Courtois ? Bien des omissions, voire des perversions, car elle est un instrument et un enjeu de pouvoir. Il faut donc toujours, et là je m'abrite derrière mon maître et le maître à beaucoup d'entre nous, Pierre Nora, qui a été le pionnier de ces études sur la mémoire, en souligner toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté, et l'on sait à quel point Pierre Nora s'est élevé contre cette qu'il appelait la dictature de la mémoire et contre la multiplication des lois de mémoire. Mais Pierre Nora lui-même, et il le reconnaît, est pris dans cette ambiguïté, car après tout, je crois que Dominique Schnapper ne le contestera pas, ces lieux de mémoire, son œuvre magistrale, sont peut-être le dernier grand lieu de mémoire de la nation et de la République française. Bref, pour ces tours et ces détours de la mémoire, nous allons avoir le témoignage et l'analyse de 4 personnes d'expériences et de générations différentes, Dominique Schnapper, Stéphane Courtois, Ceylan Inan et Rindela Pesersev, qui sont, nous allons le voir, des étudiantes qui s'y connaissent beaucoup en mémoire, mais je voudrais les présenter l'un après l'autre, chacun à leur tour. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même saluer ici la présence de Dominique Schnapper, que vous connaissez tous. C'est un grand personnage du débat public et c'est une sage. Elle est d'ailleurs reconnue officiellement comme telle par la République, puisqu'elle a fait partie de nombreuses commissions et du Conseil constitutionnel, donc sage officielle, sage officielle de la République. Et sage non seulement en vertu de vos brillantes fonctions, Dominique Schnapper, mais aussi de vos réflexions, bien sûr. Et la réflexion explique les fonctions. Qui sonnent d'ailleurs étonnamment et je dirais tragiquement justes en ce mois de janvier 2015. Vos réflexions sur l'intégration des immigrés, sur la condition juive en France, sur la communauté des citoyens. Et de cette pertinence prémonitoire, je ne voudrais juste prendre qu'un exemple, votre tout dernier livre, L'esprit démocratique des lois, publié en 2014, page 247. C'est contre l'intolérance religieuse que s'est élaborée la pensée démocratique. Près de la moitié des pays du monde ont une législation contre le blasphème, l'apostasie ou la diffamation de la religion. Page 249, Dominique Schnapper. Étant donné la place des Juifs dans l'histoire européenne, leur destin est un autre critère de la démocratie. Il est directement lié à la protection qu'elle leur offre. Cela s'appelle, je ne sais pas, de la divination ou peut-être de la lucidité prémonitoire. Donc, Madame Dominique Schnapper, nous avons vraiment besoin de votre sagesse aujourd'hui, plus que jamais. C'est très difficile de parler maintenant après cette présentation. J'en suis extrêmement intimidée. J'espère que vous ne croyez pas une seconde tout ce qui a été dit. C'est écrit. Je voudrais juste poursuivre un petit peu ce qu'a dit Annette Bievorka tout à l'heure et faire quelques réflexions sur le sondage
qui vous est présentée. Alors comme elle, je soulignerai que j'ai été frappée qu'il y a une connaissance plutôt supérieure à celle que j'aurais prévue. Bien sûr, elle a des limites, mais après tout, les limites de cette connaissance sont un peu liées au débat historiographique. Par exemple, la colonisation est-elle un génocide ? Les bombes atomiques sur le Japon constituent-elles un génocide ? La famine en Ukraine constitue-t-elle un génocide ? Après tout, les opinions de la jeune génération sont diverses, mais elles font écho à certains débats qui ne vont pas de soi. Alors évidemment, on est d'abord frappé par l'effet national. On voit bien le peu de goût des Américains pour la protection sociale et l'attachement à l'égalité de la France, par exemple. En même temps, on est frappé aussi par le fait que les jugements sur les grands drames du XXe siècle, c'est-à-dire le nazisme et le communisme, sont finalement assez proches dans tous les pays, ou plutôt, et c'est ça le résultat qui m'a frappé comme le plus significatif, il y a tout de même d'un côté tous les pays démocratiques qui ont sur ces sujets des jugements très voisins. Et puis il y a un certain nombre de pays qui se distinguent dans leur jugement historique et dans leur mémoire. Et alors ces pays sont la Russie, sont la Chine, sont l'Inde, et de façon plus surprenante, les Grecs. Vous remarquerez que les Grecs sont très différents des autres réponses, le Japon, la Turquie. Alors, dans tous les cas, si on avait du temps, on pourrait essayer de se poser des questions. Pourquoi cela ? Quelle est l'expérience historique qui permet de rendre compte du fait que la réaction des jeunes continue à se distinguer de la population des démocraties ? Ce qui est intéressant pour ma génération, je n'ose pas préciser laquelle je suis, c'est combien le monde de la guerre froide et le communisme est passé dans l'histoire et finalement assez peu dans la mémoire. J'étais frappée par le mur de Berlin qui, pour nos générations, a été un grand événement, me semble beaucoup moins pour la vôtre. Donc cette histoire de la guerre froide, la confrontation avec le soviétisme, dans laquelle nous avons vécu pendant des décennies, on a le sentiment que maintenant c'est entré dans l'histoire et que ça a laissé moins de traces que par exemple la mémoire de la Shoah. Et puis sur les résultats de la fin du sondage, ce qui est très frappant, c'est qu'on retrouve un peu dans tous ces pays démocratiques des mêmes attitudes de tolérance. La tolérance démocratique que j'ai essayé d'analyser dans mon livre m'a paru vraiment répandue dans tous ces pays démocratiques. Il faut faire des exceptions pour les pays non démocratiques, en particulier les Russes, l'attitude des Russes à l'égard des homosexuels, qui est très frappante. Mais on retrouve tout de même d'un pays à l'autre, dans tous les pays, une attitude des jeunes des pays démocratiques qui est une forte tolérance. Et là, j'espère l'avoir annoncé dans mon livre. Je voudrais terminer par une réflexion. Évidemment, je suis comme Annette, je suis un vieux professeur, donc l'idée que l'école est centrale, que c'est sur l'école qu'il faut compter, bon, ouais, ça, après 3 générations d'enseignants dans la famille, ça touche mon cœur. Et puis nous sommes réjouis d'avoir fait connaissance, écouté Ahmed tout à l'heure. Mais je pense que les événements récents doivent nous forcer à ne plus mettre le manteau de Noé sur ce qui se passe dans bien des classes de l'enseignement secondaire en France. Il y a beaucoup d'écoles que les enfants juifs ont quittées. Il y a beaucoup d'écoles où on ne peut plus parler de la Shoah, sans immédiatement dire que la politique israélienne n'est pas supportable et, d'une certaine façon, on ne peut pas en parler du tout. Il y a des attaques des professeurs parce qu'ils sont juifs, et il y a de la part de l'éducation nationale des enseignants eux-mêmes qui ne sont pas tous des héros. Dans quel corps peut-on trouver que des héros, hein ?
pas parmi les enseignants, plus que parmi les autres. Et donc, il y a énormément de lâcheté et de confusion mentale où tout est mal, et par conséquent, ça, c'est pas plus mal qu'autre chose, sans voir que certains phénomènes sont pas peut-être plus mal d'un point de vue moral, mais sont certainement plus graves d'un point de vue politique, et que les enseignants sont là pour faire ces distinctions de ce qui a un poids véritablement politique et ce qui en a moins. Et donc, il faut que les événements récents nous forcent à poser ces problèmes, parce que, étant donné que l'école est centrale, si l'école n'assure plus son rôle, nous ne savons pas sur quoi cela peut déboucher. Et je pense, et il faut que nous soyons nombreux à poser la question, et je ne dis pas à la traiter, parce que je ne sais pas comment il faut la traiter, mais enfin, à ne pas se contenter du plaisir que nous avons, à savoir que l'école a bien transmis la mémoire de la Shoah. Ça ne suffit pas, malheureusement, et il y a des problèmes nouveaux qui se passent, et ça, il ne faut pas que nous les oublions. Merci. Sagesse, avais-je dit. La parole est maintenant à Stéphane Courtois, que j'hésite toujours à le présenter parce qu'il a l'habitude comme briseur de tabous. Moi, j'ai plutôt envie de le présenter comme historien. C'est-à-dire que, en fait, toute l'œuvre de Stéphane Courtois s'est faite avec des archives. Ça paraît d'une simplicité déconcertante, mais il faut toujours le rappeler, car il y a eu beaucoup de polémiques autour du fameux livre noir du communisme. Mais ce livre noir n'est lui-même que le produit des archives. Autrement dit, comme disait le bon vieux père Séniobos, l'histoire se fait avec des documents. C'est préférable. Donnez-nous vos documents, Stéphane Courtois. Oui, alors d'abord, je voudrais vraiment saluer le formidable travail qui a été fait par les deux fondations, parce que c'est vraiment un travail extrêmement original, ça il faut vraiment insister, et c'est un travail qui nous donne un coup de projecteur sur quelque chose, Dominique Régnier l'a rappelé, auquel on ne pensait pas tellement, et qui en fait nous projette directement dans l'avenir. C'est aussi un travail qui, moi, en tant que spécialiste du communisme, et c'est surtout de ça que je vais parler, m'étonne très moyennement, pour la raison très simple que depuis une douzaine d'années, je fais un grand cours sur le communisme dans une université de province, et que, en troisième année de licence et en master, et que je me suis aperçu, et plus je me rapproche d'aujourd'hui, plus je m'en aperçois, que nos étudiants, ils n'étaient tout simplement pas nés quand le mur de Berlin est tombé, quand l'Union soviétique a implosé, et que pour eux, alors en plus, comme c'est une affaire assez compliquée et qui leur paraît quelque part tout à fait absurde, pour eux, ça a littéralement disparu dans les profondeurs de l'histoire. C'est pas encore le Moyen-Âge, mais enfin, disons que c'est entre Louis XIV et Napoléon III, c'est à peu près ça, et puis pas plus. Bon, c'est tout à fait étonnant, hein, alors que nous... je parle pour ma génération, les baby-boomers. Je ne veux compromettre personne d'autre. Mais dans notre génération, le communisme a été un phénomène tout à fait central en France, en Europe, que ce soit pour nos parents, les parents des baby-boomers, Front populaire, Deuxième Guerre mondiale, résistance, etc., Stalingrad, bon, que ce soit pour les baby-boomers, mai 68, réactivation, etc., le communisme était tout à fait central. Or là, dans la génération actuelle, c'est-à-dire les étudiants que nous avons, c'est quelque chose qui a très très largement disparu. Très largement disparu. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais insister, moi qui suis, vous l'avez dit, historien, et qui, c'est vrai, est souvent été... irrité, le mot est presque faible, du fameux devoir de mémoire, parce que, évidemment, j'étais confronté à la manière dont le devoir de mémoire était pratiqué dans des régimes totalitaires. Alors là, évidemment, ça fait des gros dégâts, hein, et donc, non seulement on est dans un type de devoir de mémoire très particulier, mais qui va directement d'abord au déni et très souvent au négationnisme, hein. Donc j'ai souvent été irrité, et effectivement, je suis revenu aux archives, aux documents, mais enfin... Si l'URSS ne s'était pas effondrée, nous n'aurions eu aucun document, il faut le rappeler, hein. Mais donc là, je suis quand même fasciné par le fait que les deux fondations ont mis l'accent véritablement sur la mémoire. Or, la mémoire, renvoie directement au phénomène d'identité, nous le savons. Or, l'identité elle-même a plutôt une tendance à aller vers le gratifiant
plutôt que vers le péjoratif, hein, et on le voit d'ailleurs très bien dans le sondage, hein, dans les sondages, dans divers éléments du sondage, hein, chaque catégorie de jeunes de tel ou tel pays a tendance évidemment à, par exemple les Russes, ils ont tendance à majorer évidemment la victoire de Stalingrad et la prise de Berlin. Pour eux, c'est précisément la mémoire glorieuse. Hein, c'est la mémoire glorieuse qui a été la grande mémoire du communisme pendant des dizaines d'années, hein, et à laquelle j'ai été confronté, par exemple, quand le livre noir du communisme a été publié entre 1997 et 2000-2001 dans toute l'Europe, que j'ai accompagné partout avec des débats publics absolument fascinants, et où on voyait se confronter trois mémoires. Une mémoire glorieuse, parce qu'il y avait toujours des communistes, évidemment, pas seulement en France, là, évidemment, mais dans des pays où les régimes communistes avaient été au pouvoir, il y avait des gens qui disaient, mais pas du tout, mais comment, mais ça a été formidable, etc., et ne venez pas nous embêter, bon. Il y avait une mémoire honteuse qui était, en gros, des gens qui avaient participé au régime assez fortement, des communistes, et qui disaient, c'est vrai qu'on s'est pas bien conduit, hein, donc faisons, je n'aime pas beaucoup l'expression, faisons repentance. Et puis, il y avait évidemment massivement la mémoire tragique, c'est-à-dire cette mémoire des victimes qui n'avaient pas pu s'exprimer pendant des décennies et des décennies, et qui d'un seul coup s'exprimaient. Bon, on a l'exemple fameux de l'association mémoriale en Russie, qui, entre 87-88 et 91-92, a rassemblé 600-700 000 personnes, hein, qui apportaient leur mémoire de victimes, goulag, exécution, famine, etc. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que cette association mémoriale est littéralement persécutée par le régime russe actuel, bon, on voit toutes les difficultés de ce travail de mémoire, hein, mais ce qui était impressionnant, c'était l'émergence violente de la mémoire tragique. C'est-à-dire de gens qui venaient dire, bon ben voilà, maintenant. Et en tant que Français, je ne vous cache pas que j'avais parfois beaucoup de mal parce que j'étais systématiquement attaqué, par exemple, sur Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas pour faire plaisir à Dominique Schnapper, mais à chaque réunion publique, dans toute l'Europe et surtout en Europe de l'Est, c'était, mais vous les Français, qu'est-ce que vous avez à ramener votre fraise, si je puis dire, hein, avec votre Jean-Paul Sartre, hein, l'abominable Jean-Paul Sartre. Bon, j'étais quand même un peu stupéfait. J'avais quand même pas l'impression que c'était Jean-Paul Sartre qui avait créé le goulag, qui avait fait des famines, etc. Bon, mais c'était du côté des victimes. Sartre apparaissait vraiment comme un homme abominable qui avait été du côté des bourreaux. Hein. Donc voilà, il y a tout ce travail proprement de mémoire qui ressort là du sondage, où on voit très bien ce côté glorifiant, hein, la mémoire glorieuse, le déni, voire même un certain négationnisme dans un certain nombre de cas tout à fait net. Hein, il faudrait le reprendre en détail, on ne peut pas le faire ici. Hein. Donc là, c'est vraiment un exercice, je trouve, qui a été tout à fait remarquable. Alors, il y a des éléments quand même après tout, on peut parfois se féliciter du travail qu'on a fait. Alors, on a souligné le travail de l'école, ça c'est très clair. Pour ce qui est de la Shoah, je crois que l'école a fait énormément, hein, depuis une vingtaine d'années. Sur le communisme, ça a été plus difficile. Mais d'abord parce qu'il y a beaucoup de professeurs communistes dans nos collèges et nos lycées, en particulier professeurs d'histoire. Hein, pour une raison simple, c'est que, évidemment, les communistes, dans ce qu'ils appellent la bataille des idées, savaient qu'il est toujours utile de contrôler ce point névralgique. Hein. Mais là, quand même, on retrouve des choses... tout à fait étonnantes, et je pense, j'ai la vanité, entre guillemets, de penser que le travail de l'équipe du Livre Noir, puisque je n'étais pas le seul auteur, c'est toute une équipe, a quand même porté ses fruits quelque part, parce que si je prends plusieurs des questions qui étaient posées, par exemple, le système politique en URSS était-il respectueux des droits de l'homme, des libertés, etc. Eh bien, de tous les pays, alors pour la Chine, c'est oui, il n'était pas respectueux, 28%. Pour la Russie, le régime n'était pas respectueux des droits de l'homme, etc., 53%. Et la France, 94%, arrive première de tous les pays. Donc là, bon, c'est surprenant. Quand on sait à quel point l'image du communisme, l'image de l'URSS a été puissante dans ce pays, dans la jeune génération, il est clair qu'il y a une rupture. Hein, il y a une rupture. On posait la même question à des gens de mon âge, par exemple. Hein. Vous auriez posé
cette question-là, vers 1972 ou 73, à des jeunes de la même génération que le panel... C'était le résultat inverse. Ça aurait été vraisemblablement un résultat très inverse. Même chose pour la Chine de Mao. Hein, le système politique de la Chine de Mao était-il respectueux des droits de l'homme, des libertés, etc. La France, 94%, il n'était pas respectueux. Première position de tous les pays. Intéressant. Là aussi, quand on sait à quel point un certain nombre de nos intellectuels et de... Il y a plus que... Sans parler de certains individus, ont pu porter au nu ce type de régime. Hein, c'est donc... là, il y a quand même, on voit qu'il y a un travail d'histoire, puisque le livre noir était un travail d'histoire, peut avoir finalement un effet, d'autant qu'il a été fortement relayé, parce que maintenant, dans les livres d'histoire des collèges et des lycées, ces questions-là sont clairement abordées, en particulier à travers la question du totalitarisme, hein, qui était quasiment tabou jusque-là et qui est maintenant officiellement dans les programmes. Hein, donc, et qui permet d'ouvrir la réflexion, parce que la réflexion sur la Shoah est évidemment très importante, mais bon, malheureusement, il n'y a pas que les Juifs qu'on a assassinés, hein, et effectivement, on a beaucoup assassiné ailleurs, avec des méthodes différentes, mais qui sont tout aussi efficaces, par exemple la famine. Hein, donc voilà, on est... là, on sent un effet du travail d'histoire sur le phénomène de mémoire. Merci. Nous reviendrons d'ailleurs là-dessus, mais maintenant je crois qu'il est temps d'avoir votre réaction justement à la jeune génération qui a été sondée par l'enquête de la Fondation pour l'innovation politique et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc Ceylan et Rindala, donc Ceylan est turque, elle arrive directement d'Istanbul, elle est en 3e année à Sciences Po Paris, campus de Menton, je tiens à le dire, et elle travaille pour la Fondation économique et sociale de la Turquie, en même temps que pour CNN turc, et elle s'occupe, ce qui est intéressant pour une jeune turque, de la réforme judiciaire du pays et de la question kurde et arménienne. Quant à Rindala, elle est aussi étudiante à Sciences Po Paris, 3e année en mobilité à Berlin. Vous voyez, ça c'est aussi la globalisation. Hein, vous le voyez maintenant dans tout le parcours de ces étudiants scandaleusement nés après 1989. Et elle étudie la philosophie et l'esthétique, et elle est aussi très proche de ces questions de mémoire, puisqu'elle a fait une étude récente sur l'art pendant la Première Guerre mondiale. Donc je crois que nous avons à la fois des témoins, des jeunes et des connaisseurs. Prouvez-le pour l'honneur de Sciences Po. Rindala, pardon, de Syrie. Qui commence? Comme vous voulez. Alors, je vais prendre la parole. Quelque chose qui m'a frappé un peu dans le sondage, c'est la question qui était posée par rapport au système démocratique, s'il provoque les morts de millions de personnes. Alors au début, j'ai vu que les chiffres ils sont assez élevés. Mais puis j'ai réfléchi un peu et j'ai remarqué qu'en fait, nous sommes la génération de la guerre d'Irak, ou peut-être même la guerre ou les événements à Afghanistan, et pas totalement qui étaient avant. Donc peut-être on peut expliquer ces chiffres-là à travers de la guerre d'Irak ou quelque chose comme ça. Mais personnellement, je trouve que parfois la violence est une nécessité politique, quel que soit communiste ou démocratique. Donc, je ne trouve pas que les chiffres sont pas encourageants. Je trouve que être critique de le status quo, de la démocratie qui est pensée aujourd'hui. On pense aujourd'hui que la démocratie est la seule possibilité politique, et aussi que la démocratie c'était le remède de les phénomènes historiques qui étaient marqués par la violence, mais aussi par le communisme. Donc, de critiquer la démocratie, ou de penser que la démocratie peut aussi provoquer des morts, je trouve que c'est quelque chose qui est bien et qui est pas
je ne sais pas, on a la tendance de parler de la démocratie, quelque chose qui est parfait ou qui est idéal, mais de penser que aussi la démocratie peut avoir des problèmes, je trouve ça important et ça me donne un peu d'espoir parce que ça montre que la jeunesse peut être critique aussi. Et j'aimerais bien poser la question, Monsieur Courtois, comment vous pouvez expliquer ça, le fait qu'il y avait des chiffres bien élevés qui disent que les systèmes démocratiques peuvent aussi provoquer des morts. Oui, non, mais je crois que vous nous amenez déjà sur une piste. Annette Viavorka a évoqué une autre piste. Je pense que c'est en fait... Alors, il faudra sûrement éplucher ça de beaucoup plus près, Dominique Régnier, mais il y a certainement plusieurs facteurs convergents dans cette réponse sur ce niveau assez important dans le sondage, comme quoi la démocratie aussi provoque des millions de morts. Il y a effectivement, sans doute, l'effet commémoration guerre de 14, puisque là, on a passé son temps à dire « Ah là là, l'Europe s'était tripée, vas-y kiki, 15 millions, 20 millions. » Bon, ça frappe forcément les jeunes. Bon, il y a ce que vous avez évoqué. C'est très important dans une partie de la jeunesse qui a été sondée, hein, ces conflits au Moyen-Orient, ça c'est clair. Bien entendu, c'est évident, c'est ce qu'ils voient à la télévision tous les jours. Le contraire serait quand même surprenant. Il y a, à mon avis, aussi un autre élément qui est tout un travail, par exemple en France, sur la question, aux États-Unis, en Angleterre, sur la question de la colonisation. Qui est souvent présentée, même dans la série Génocide, on a la colonisation. Bon, donc tout ça... Je ne discute pas la pertinence historique de cette affaire, mais tout ça joue sur la mémoire. Voilà. Tout ça converge sur une impression générale que, vous avez raison de le dire, les démocraties ne sont pas parfaites, mais enfin ça, bon, on le savait, hein, et que, donc, voilà, elles aussi sont impliquées dans des crimes de masse, alors lesquels, c'est assez flou, mais... oui, c'est incontestable. Et il y a toute une partie de la jeunesse qui pense ça. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas impossible de penser que les gens qui tenaient des kalachnikovs il y a une dizaine de jours pensaient ça aussi. Et que ça fait partie de leur motivation. Hein. L'Occident est coupable, etc. Hein. Donc je pense que c'est une convergence de facteurs. Alors, je vais donner la parole à Gillian maintenant, et ensuite Dominique Schnapper va répondre. Juste allez-y. Et dire que nous avons entendu une vraie démocrate, parce qu'elle critique la démocratie, et c'est à ça qu'on voit qu'on est un vrai démocrate. Donc j'en suis ravie. D'ailleurs, il y a un chapitre que je recommande, qui s'appelle Critique de la critique, un petit clin d'œil à Marx dans votre livre. Il faut aussi critiquer la critique. Mais elle est au premier degré, c'est normal. Dans quelques années, elle passera au deuxième degré, elle critiquera la critique. Gillian, et notamment en tant que le souvenir, puisque la Turquie était dans le panel. Hein. Oui. D'abord, bonsoir. Je dois m'excuser pour mon niveau de langue, parce que j'ai appris votre langue après l'âge de 15, ce qui pose un peu de problème parfois. Mais c'est difficile. Hein. Oui, pas facile du tout. Je veux commencer par dire que vous avez tous vu, quand vous avez vu le résultat qui a dit que 35% des Turcs qui ont répondu à ce sondage-là ont dit que ce qui s'est passé en 1915 était un génocide passé. Moi, je n'étais pas du tout étonnée. Pourquoi? D'ailleurs, ce n'est pas autant un tabou qu'avant de parler de ces histoires-là avec cette âme-là. Mais je pense que, personnellement, si la question était formulée de manière différente, le pourcentage des gens qui affirmeraient que quelque chose de terrible et une atrocité énorme qui s'est passé en 1915 serait beaucoup plus élevé que ça. Parce que je pense qu'il faut noter que dire que c'était pas un génocide n'est pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé là-bas. Je pense que dans le cadre de mémoire collective, plus que le temps passe sans adresser la situation de manière satisfaisante, plus les nuances disparaissent. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous formulez une question comme ça, avec l'utilisation du terme de génocide directement, ça ne donne pas la parole à la mémoire collective des Turcs à ce moment-là. Et je n'utilise pas le terme turc en tant d'une ethnicité, mais je parle de tout le monde qui partageait ce territoire-là, c'est-à-dire l'Est de l'Anatolie, au moment où cette histoire s'est passée. En réalité, la réponse ne peut pas être si noir et blanc,
quand il y a aussi la grand-mère qui était là-bas et qui raconte une histoire un peu différente, qui raconte ce qui s'est passé de leur côté. Et si c'était moi qui ai posé cette question, par exemple, je ne pourrais pas vous dire oui, c'était un génocide ou non. Pourquoi? Parce que je ne m'y suis pas du tout intéressée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que nommer un incident comme ça est le métier des hommes politiques ou bien des historiens. Et de toute façon, puisque c'est la centaine maintenant de ces événements-là, on verra bien, puisque tous les archives seront ouvertes à tout le monde pour faire des recherches. Mais je pense qu'il y a une question beaucoup plus urgente, humaine là-bas. Il y a une drame humaine là-bas qu'il faut adresser. Et là, je ne comprends pas ça, je peux vous dire, si vous ne condamnez pas une massacre aussi fortement qu'un génocide, d'être absolument inhumain, inacceptable et une atrocité en lui-même, vous n'avez pas de cœur. C'est très facile pour moi de dire ça. Et pour moi, ce qui serait intéressant, c'est de voir si la jeunesse turque affirmait et reconnaissait qu'il y a eu une forme de grande violence qui s'est passée entre 1915 jusqu'à aujourd'hui, vu que dans l'Empire ottoman, avant 1915, il y avait plus qu'1 million d'Arméniens qui habitaient dans cette terre-là, tant qu'aujourd'hui, il n'y a que 60 000. Donc, personne logique ne peut dire que rien ne se passait à cet instant-là. Et si vous avez... Je sais que les gens ne disent pas que rien ne se passait, pas là, parce qu'il y a 2 jours, c'était l'anniversaire du meurtre de l'assassinat de Hrant Dink, un journaliste arménien, je ne sais pas si vous le connaissez. Et moi, j'étais là-bas pour la 8e fois. Et il y avait genre 1 million de personnes qui étaient là-bas, qui marchaient tous ensemble, qui pleuraient un peu, disaient « on est tous des Arméniennes ». Et voilà, ça dit quelque chose, je pense. Mais je pense que tout le monde en Turquie peut se référer si vous mettez la question comme une drame humaine. Pourquoi? Parce que le peuple turc est tellement divers de manière politique, ethnique, religieuse, chaque limite qu'il peut exister entre les gens, ça existe en Turquie. Et dans un moment donné, chaque communauté a été victimisée par un autre, par leur propre autre, dans des différents contextes. Dans ce contexte, moi, je donne une grande valeur à la réponse de 60% des Turcs qui ont dit que la meilleure façon de transmettre l'histoire, c'est par le partage des témoignages personnels. Parce que je trouve, moi, très personnellement, que sans créer une empathie chez les gens, vous ne pouvez pas créer un dialogue à la santé. Et vous ne pouvez pas justement forcer un résultat absolu que vous avez décidé sur une communauté qui n'a même pas confronté ces tissus d'un point de vue simplement humain. Et je pense que l'histoire propre de la Turquie contemporaine donne une grande opportunité pour ce confrontement parce qu'il y a eu tellement de massacres. Tout le monde peut comprendre ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a une grande chance de résoudre ces problèmes et de respecter et d'honorer la mémoire de tous les gens qui ont souffert pendant ces périodes-là au niveau des personnes de tous les jours. Pas au niveau des hommes politiques ou bien des historiens. Parce que je pense que c'est cette approche-là qui donne la parole à tout le monde qui va créer un vrai dialogue. Et je pense que c'est très important parce que la justice, dans le sens que l'on comprend, qui vient des tribunaux internationaux avec des compensations de plusieurs façons, ne va pas soigner le cœur brisé, de toute façon. Et la réalité de la situation, c'est que nous, encore, on vit ensemble. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de faire cet effort et de remettre toutes les paroles dans cette question et avoir une approche beaucoup humaine en tant que les gens de tous les jours. Merci, Ilan. Merci, Ceylan. Merci de ce témoignage doublé d'une analyse et qui me fait penser à la phrase de Paul Ricoeur, il n'y a pas de devoir de mémoire, il y a un devoir de justice. Qui est, je crois, une phrase très, très, très forte. Vous voulez réagir peut-être à ce témoignage ou aussi
parlez de la mémoire du communisme, le fait qu'elle a disparu. Est-ce que vous croyez qu'elle a disparu dans votre génération, la mémoire du communisme, Rindala? Parfois, c'est comique à travers les films, parfois même la musique, mais la mémoire de la communisme, oui, je crois que c'est disparu dans notre génération. Même à Berlin? Vous habitez à Berlin? En fait, oui. Parfois, vous pouvez voir des signes sur les murs à Berlin ou même en grec, ou en fait plutôt dans les pays du Sud. J'ai fait une recherche en Grèce. Il y avait beaucoup des signes communistes et anarchistes parce que, je sais pas, peut-être l'environnement politique. Visiblement, oui. Je crois que c'est fort parce qu'on n'a pas vécu cette histoire, donc et la mémoire de la communisme, je crois, qui était plutôt négatif, et on se souvient plutôt qui est passé après, mais pas cette deux mots qui s'appelle le communisme. Donc je crois pas. D'accord. C'est pas vivant. Vous êtes assez d'accord. Juste dire un mot, parce que la deuxième intervention était tout aussi démocratique que la première, c'est-à-dire qu'il y avait une critique de l'enquête d'abord, en nous disant après tout, vous avez à choisir entre oui et non. Et moi, si on m'avait posé ces questions, c'est plus subtil que ça. Et donc, il faut bien voir que, elle nous rappelle tout de même le caractère un petit peu simplificateur de ce genre d'enquête. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant complètement ces réponses. Et d'autre part, vous nous avez montré aussi le débat sur la notion de génocide, parce que est-ce que tous les massacres sont des génocides? Dans la définition du génocide, il y a la volonté de détruire un peuple et pas seulement de massacrer des personnes. Et donc, vous savez que Bernard Lewis discute de la notion de génocide pour les Arméniens. Il ne discute pas le fait qu'on a massacré des Arméniens. Et le fait qu'il y en avait 1 million avant et 60 000 maintenant ne définit pas par soi un génocide, puisque dans la définition, il y a l'idée de l'intention de la fin, de la destruction complète d'un peuple. Alors évidemment, dans le cas de la Shoah, on entre, si je puis dire, parfaitement dans la définition. Dans le cas des Tutsis aussi, dans le cas des Arméniens probablement, mais il peut y avoir... Les archives commencent à parler, quand même. Oui, je crois que les archives vont parler. Enfin, on va les interroger plutôt, parce qu'elles ne disent rien, mais enfin, on va les interroger. Il y aura un Stéphane Courtois sur le sujet, et donc nous aurons la réponse. Mais en tout cas, vous nous donnez un exemple très, qui nous rend heureux de la jeunesse turque. 30 secondes pour vous, Stéphane Courtois. Oui, moi je voudrais rebondir sur la fin de l'intervention de Dominique Régnier, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, nous, Européens, la difficulté d'établir et de construire une mémoire commune. Maintenant que le mur est tombé, maintenant que l'URSS a explosé, avec les difficultés qu'on voit, par exemple, l'Ukraine, et dans le sondage, on le voit très bien, hein, les États baltes, l'Ukraine, la Pologne, ont encore quelques craintes. Je voudrais souligner à quel point on progresse quand même, puisque de manière quasi concomitante, on a eu en même temps la publication du grand livre de l'historien américain Timothy Snyder sur les terres de sang, qui recentrait, qui ramenait le projecteur sur cette zone territoriale est et orientale européenne, hein, qu'en France on a un petit peu l'habitude de considérer comme marginal. Or, il a montré que véritablement ça a été un lieu central de l'histoire européenne entre les années 20 et les années 40. Or, au même moment, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a ce livre qui a été publié, qui s'intitule, pour la mémoire c'est utile, Pour ne pas oublier, Mémoire du totalitarisme en Europe, sous la direction de la plateforme pour la mémoire et la conscience européenne, qui est une association européenne qui regroupe une quarantaine d'institutions et d'associations mémorielles, hein, que ce soit l'Institut de la mémoire nationale en Pologne, le Mémorial du communisme en Roumanie, etc. Hein, et ils ont publié ce livre Pour ne pas oublier, Mémoire du totalitarisme en Europe, qui concerne chaque pays, c'est-à-dire que pour chaque pays, vous avez une histoire de vie d'une famille qui a eu à subir
l'un ou l'autre ou les deux totalitarismes, parce que très souvent les deux s'y sont mis. Hein. Et ça a été publié en français, en anglais et en allemand, à l'usage des lycéens d'Europe. Et je vous signale ce livre, hein, qu'on peut se procurer gratuitement. Donc finalement, avec un DVD très important à la fin qui donne beaucoup d'informations. Donc voilà, bon, il y a quand même... on arrive maintenant véritablement à avoir une démarche commune, même si ça n'est pas facile, mais on arrive à avoir une démarche commune. Eh bien, merci. Je crois que c'est à cette nouvelle génération peut-être de créer cette mémoire commune. Il aurait en effet fallu commencer par la culture, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire par la mémoire et en fait aussi par l'histoire. Je vous remercie et je remercie les participants et leurs témoignages vraiment très personnels. Et inviter, je crois, monsieur Philippe Allouche qui voudrait dire quelques mots de conclusion, le voici, qui est le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long. Je vais vous remercier déjà de votre présence à nouveau et d'avoir écouté avec autant d'attention. Je sais que vous auriez voulu poser des questions, mais ce n'est pas possible pour cette fois-ci. Ce que je veux vous dire, c'est que pour vous remercier de votre patience, si j'ose dire, vous aurez à la sortie ce document. Vous dire que sur le site de Fondapol et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, vous aurez toutes les données. On a beaucoup tenu avec Dominique Régnier à faire ça de manière transparente et, comme on dit en langage moderne, en open data. Donc, tout sera disponible sur les deux sites et nous espérons beaucoup, Fondapol et la FMS, que des jeunes chercheurs, puisqu'il y en a quand même un certain nombre ici, s'attaqueront pour approfondir la réflexion que nous avons commencée avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.